Maintenant, voilà, je voulais vous décrire une autre image, justement positive, hein, comment on peut essayer de travailler avec des graines, hein, puisqu'on part de ça. Si je prends une graine de blé, ça serait en Inde, on prendrait du riz ou du millet, mais là on peut prendre du blé. Hier, on a visité un champ de petit épeautre, hein, un blé ancien de très haute qualité. Si je prends une graine de petit épeautre, j'ai donc ce potentiel dans cette graine, et qu'est-ce que je fais? Je la mets. Et ce potentiel est, on pourrait dire, lié à la graine, invisible, et je la mets dans la terre à un endroit très précis. Et quand je la mets à la terre, que fait la plante qui va germer? De quoi elle a besoin? Elle a besoin d'une atmosphère particulière. Elle a besoin de la terre, elle a besoin de l'eau, elle a besoin de l'air, dans et au-dessus de la terre. Elle a besoin de la chaleur, elle a besoin de la lumière, donc des éléments intangibles, et elle a besoin de tous les astres. Pourquoi pas? Pourquoi on évacuerait les astres et pourquoi on déciderait que seul l'astre solaire agit sur la plante et pas la Lune et les autres? Aucune raison d'exclure ça. Absolument aucune. Donc elle a besoin d'une atmosphère particulière, avec une certaine cohérence, et si elle trouve cette atmosphère, elle germe. Si elle ne la trouve pas, elle ne germe pas. En tout cas, la plante sauvage. Elle peut attendre longtemps avant de germer. Donc vous voyez, vous avez un potentiel invisible dans la graine, une atmosphère invisible, bon, que de l'invisible, et tout ça, ça va se condenser, vous donner une plante, comme on le voit derrière nous, ça va devenir de la substance vivante, de la matière vivante, se densifier. Donc la plante, c'est une atmosphère densifiée, rien de plus. C'est déjà pas mal, parce que nous, on ne sait pas faire ça, il n'y a que la plante qui sait faire ça. Et ma plante va croître, elle va pousser, faire des feuilles. Ensuite, peu à peu, tisser du petit épeautre, il s'élève, faire sa tige, faire son grain, ses graines. Et là, il va se différencier. Il va, dans ses graines, il va vraiment montrer son identité, ou dans sa fleur. Hein, chaque plante, dans sa fleur, montre son identité. Donc, vraiment se différencie. Et si je veux faire du pain de petit épeautre, qu'est-ce que je fais? Je vais faire la moisson, récolter le grain, et le moudre, donc le broyer, le détruire en fait, le rendre un peu atmosphérique, on peut dire, lui enlever sa structure. Je fais une farine fine. Et je vais à nouveau le mélanger à tous les éléments. Je vais à nouveau le mélanger avec de l'eau, avec de l'air, je vais pétrir pour avoir une bonne pâte, et du levain qui va m'aider à faire lever la pâte. Et je vais le cuire avec de la chaleur. C'est-à-dire qu'à nouveau, c'est un processus atmosphérique où ce qui était issu, concentré dans le grain, densifié, une première atmosphère, va à nouveau passer par un stade atmosphérique. Et on sait, autant pour la culture, je ne l'ai pas dit, que pour la boulangerie, qu'à ce stade-là, au moment où la plante pousse, au moment où on met la graine en terre, au moment où la plante pousse, au moment où on fait le pain, il n'y a pas que les influences des éléments qui agissent, il y a aussi l'attitude du paysan ou l'attitude de la boulangère qui peut agir. Ça, les boulangers et boulangères savent très bien que s'ils étaient vraiment mal lunés le jour où ils font le pain, si c'est du pain au levain naturel, il ne va pas bien lever. Oui, à ces stades-là, la substance a une très grande sensibilité parce qu'elle est atmosphérique. Et après, quand mon pain est cuit, il est fini et je peux le consommer. Et à nouveau, qu'est-ce que je vais faire avec ce pain? On a envie d'être copains. Copain, ça veut dire partager le pain. Hein, copain, c'est ça. Hein. Donc on est plusieurs et on va couper des tranches de pain, le partager. Et ça, c'est à nouveau assez mystérieux. On se réjouit de ce pain et de l'atmosphère qu'il amène, son odeur, son goût. Et oui, et puis finalement, on se réjouit de son goût, on se réjouit de sa texture, on le mange et après ça disparaît. Il devient complètement inconscient. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce pain. Je ne sais plus. Si je le sais, c'est qu'il est lourd sur l'estomac, c'est qu'il n'est pas bon. S'il disparaît, c'est justement qu'il est bon. C'est intéressant. Il faut que le processus devienne complètement inconscient, que le pain disparaisse en moi dans la digestion. Et par contre, si je m'observe, si c'était un bon pain, je me sens vitalisé, je me sens plutôt gai, je me sens peut-être même l'esprit clair.
si j'ai pris un truc qui me reste au fond de l'estomac, voilà, je vous laisse faire l'expérience. Ça m'arrive des fois, je prends un sandwich rapide à la gare et je peux vous dire, chaque fois, je me dis, plus jamais. Bon. Mais voilà, merci à ceux qui font des sandwichs à la gare, ça me dépanne, mais juste, voilà. Observez vous-même. Et voilà, pourquoi je vous ai décrit tout ce processus, en fait, hein, pour vous montrer qu'en fait, qu'est-ce que c'est créer une atmosphère? Qui crée des atmosphères? Le problème des atmosphères ou des ambiances, c'est quelque chose qui n'est pas objet. C'est pas un objet. Je produis un objet, je suis efficace, je suis rentable. Je fais des voitures, je fais des ordinateurs, je produis quelque chose. Mais créer une atmosphère, en fait, on en parlait hier, hein, c'est vraiment, dans notre société, très souvent le rôle féminin, et il y a des femmes qui disent « mais je suis mère à la maison et je fais rien ». Et en fait, une mère ou un père, c'est égal, c'est pas lié au sexe, mais c'est lié à la qualité féminine, on pourrait dire. C'est créer une ambiance favorable à la famille, favorable aux enfants, favorable en fait à l'émergence du potentiel qu'a chacun en lui. Et de manière étonnante, c'est effectivement les métiers les moins payés, les métiers donc du soin, donc de l'atmosphère. C'est-à-dire, il y a un tableau de Pablo Picasso qui m'a extrêmement choqué. Il y a une personne malade dans le lit. D'un côté, il y a un médecin glacial, froid, qui prend le pouls et qui mesure avec sa montre le pouls. Et de l'autre côté, il y a une bonne sœur, oui, une religieuse, qui est là, pleine d'empathie, penchée vers le patient, et qui fait rien, qui apporte juste une tisane. Enfin, qui fait rien. Si, elle lui apporte une tisane, mais elle est pleine d'empathie. Rien contre les médecins, hein, mais voilà, je ne peux pas vous la montrer, mais c'est un bel exemple des deux aspects dont on a besoin, quoi. Et dans ce cas-là, la religieuse, elle amène vraiment cette atmosphère, s'accompagne d'un geste de la tisane, mais on voit toute son empathie vers le malade, et le médecin qui a fait beaucoup d'études, lui, il mesure le pouls. Et chez lui, on ne sent pas d'empathie. Je ne dis absolument pas que les médecins n'ont pas d'empathie, c'est dans le tableau de Picasso qui est peut-être une caricature. Voilà. Et en fait, tout ça pour vous rendre attentif à cet aspect vraiment de comment créer une atmosphère. Chacun sait ce que c'est, chacun peut se souvenir facilement d'un... Voilà, ici on a exactement cette expérience. Qu'est-ce qui fait une atmosphère? Il faut toutes sortes de choses autour de nous qui font qu'on est bien et qu'on se sent dynamisé et qu'on se sent peut-être ouvert à l'avenir, ouvert à la créativité aussi, ouvert pour déployer notre potentiel enfoui profondément en fait. Et alors, pour terminer, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'agriculture biodynamique, mais toute l'agriculture biologique travaille aussi en créant des atmosphères. Je parle d'agriculture biodynamique parce que c'est un petit peu mon activité, hein, de travailler avec de former des personnes à l'agriculture biodynamique. Et on pourrait dire, contrairement à l'agriculture justement qui s'appuie sur le génétique, qui modifie les graines, qui trifouille dans les gènes, hein, qui intrusive, on pourrait dire qu'une agriculture du vivant, une agriculture de la santé, c'est une agriculture atmosphérique. C'est-à-dire que j'ai mes graines, je ne vais pas intervenir sur la graine. La graine, c'est la plante qui l'a faite. Je n'ai pas la prétention de bidouiller les graines pour faire mieux. Parce qu'il y a une immense intelligence, une immense sagesse de la nature dans chaque graine. Par contre, je peux aider ma graine à pousser le mieux possible, parce que je suis paysanne, je suis paysan. Et c'est moi qui suis en charge de la faire pousser, c'est moi qui ai décidé, qui lui demande qu'elle pousse dans mon champ, je lui demande. Et donc, pour ça, il faut que je crée la meilleure atmosphère possible. Et pour ça, par exemple, en agriculture biodynamique, on utilise des choses un peu que certains trouvent bizarres. Par exemple, de la bouse de vache qu'on a fait fermenter dans la terre, dans une corne de vache, qui devient un ferment, comme un levain pour le pain, qu'on va utiliser en toute petite quantité et qu'on va pulvériser sur le sol, de manière atmosphérique. On ne va pas mettre au pied de la plante, on le pulvérise partout, pour que la terre soit vivifiée, plus réceptive en fait, que la terre soit plus réceptive et que la plante se lie beaucoup plus étroitement à la terre, plus fine. Et du coup, concrètement, on voit des racines plus longues, des racines plus actives. Plus tard, quand la plante va s'élever et va aller vers sa fleur et vers son fruit,
Donc elle se lie beaucoup plus à la lumière, à la chaleur. On utilise une autre substance, tout simplement du quartz, de la silice, 4 grammes à l'hectare, encore un truc voilà, plus qu'homéopathique, très très peu, qu'on va pulvériser le matin, tôt le matin, au moment où le soleil se lève, très finement. Donc on crée une atmosphère et on renforce, on soutient. On sait que le silicium est un support de la silice, le meilleur transmetteur de la lumière en fait, et de l'information d'ailleurs, le silicium, même dans l'informatique. Et donc on utilise cette pulvérisation atmosphérique le matin pour renforcer le lien de la plante à la lumière et à toutes les forces, on pourrait dire cosmiques, les forces qui viennent du cosmos, quoi. Concrètement, à l'analyse, on trouve, jusque dans une analyse chimique, cette préparation peut vraiment améliorer les arômes, les pigments, la vitamine C. Ça se mesure aussi. C'est pas juste un truc, voilà, c'est pas juste un rituel qu'on fait comme ça et il n'y a pas de résultats concrets. Il y a des résultats très très concrets. Ce qui fait par exemple que beaucoup de viticulteurs s'intéressent à la biodynamie parce qu'ils voient que la qualité, la personnalité de leur vin est ciselée par cette pratique. Voilà, ces 2 petits exemples pour vous dire comment on peut pratiquer une agriculture atmosphérique, un jardinage atmosphérique. On peut pratiquer une transformation des aliments atmosphériques. Et en fait, j'ai réalisé ce qui me gênait quand j'allais dans beaucoup de... Comment on appelle ça? Un labo de transformation maintenant. Hein, c'est plus une boulangerie, c'est un labo de transformation. Et je trouve qu'en général, l'ambiance est glaciale. Et les normes nous obligent à avoir une ambiance glaciale. Même dans les cuisines, c'est difficile d'avoir une ambiance chaleureuse parce qu'il y a des normes tellement étroites qu'il faut que ce soit glacial, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu d'avenir, se dire comment, malgré ou avec les normes, faire pour quand même avoir des atmosphères vivantes dans tous ces lieux, du champ, dans le moulin, dans la boulangerie, sur la table et chez le mangeur, parce que finalement le mangeur est très important. Le mangeur, ce n'est pas un consommateur qui va juste faire disparaître l'aliment pour se remplir de carburant et de calories, comme une voiture que je remplis. Si je me considère comme une voiture que je remplis de calories, si je réduis l'acte de manger comme si j'étais une voiture à me remplir de calories et de nutriments, c'est très triste, et tout le monde le sait. Ça, c'est ce qu'on fait quand on mange rapidement un sandwich, justement, entre 2 trains. Mais véritable manger, c'est se lier au monde et c'est se lier à toutes ces atmosphères et à toutes ces personnes et à tous les éléments et aux paysages qui ont permis à ce pain de petit épeautre, hein, j'en ai un concrètement là que j'achète moi au marché, aujourd'hui. Oui, j'ai loupé, j'y étais pas. Mais à mon marché, là, il y a 2 heures, j'aurais acheté ce pain de petit épeautre à la boulangerie Turlupin, et très concrètement. Et oui, on a du très bon pain ici aussi. Et vous voyez, en fait, l'acte de manger, le mangeur a une très grande responsabilité, une énorme responsabilité. Il n'est pas juste un consommateur qui utilise pour lui. En fait, parce qu'il mange, il peut se relier à toute la chaîne qui a permis ça, et à toutes les atmosphères, à tout le paysage. Et vous allez pouvoir constater que si vous savez d'où vient votre aliment, il vous nourrit beaucoup mieux. Si vous êtes attentif à ce niveau, on pourrait dire, de l'atmosphère, de l'ambiance. Voilà, peut-être que je vais arrêter sur ça en vous souhaitant... on va passer la parole à quelqu'un qui veut nous parler de manger. Donc voilà, merci beaucoup.